Bienvenue dans les déclics de Kelly. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce podcast, je vous propose de voir l'immobilier autrement. Ici, l'immobilier, ce n'est pas juste une histoire de prix, de taux de marché. C'est un miroir. Un miroir de vos choix, de vos priorités et parfois de vos renoncements. On parle souvent de réussite, de changement de vie, de projet, mais il y a un moment dont on parle très peu. Un moment silencieux, presque invisible. Ce moment où, intérieurement, on sait que quelque chose ne nous correspond plus, on sait qu'on n'est pas à notre place, mais on continue. On continue parce que c'est confortable, parce que c'est connu, parce que c'est raisonnable. Aujourd'hui, plus de 70% des personnes se disent désalignées dans leur vie, et pourtant, la majorité ne change rien. Mais parce que changer demande de se confronter à quelque chose. À l'inconnu, à la peur, au doute. Et cette logique, elle ne concerne pas que le travail. On la retrouve aussi dans nos choix de vie, et notamment dans l'immobilier. Des personnes qui vivent dans des lieux qui ne leur ressemblent pas, qui ne correspondent plus à leur réalité, mais qui restent. Ils restent pas parce que c'est juste, mais parce que c'est rassurant. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on subit sa vie ou est-ce qu'on choisit vraiment de la vivre ? Aujourd'hui, j'accueille Sarah, une femme qui a traversé des épreuves, mais surtout une femme qui, à un moment, a décidé de ne plus s'oublier. Avec elle, on va parler de ce moment pivot, ce moment où tout bascule, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Bonjour Sarah. Je suis vraiment très enchantée d'être aujourd'hui dans cette émission. Moi aussi, je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Dans cette belle réalisation. Merci. Dans ce beau projet. Merci. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots ? Oui, avec plaisir. Donc Sarah, comme tu l'as dit, à aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'ai traversé beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves dans ma vie personnelle, corps, dans vraiment, je pense, ma vie. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. C'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner les femmes à éclore, à s'aligner, à vraiment retrouver leur puissance intérieure, le feu qui les anime, ce bonheur, cette joie de vivre, ce désir, ce plaisir. C'est ça mon travail, c'est ça mon objectif. Et d'en venir en parler, de faire le parallèle avec l'immobilier, c'est un véritable honneur parce que je pense que c'est aussi une source de puissance personnelle de faire ses choix et de faire, par exemple, le choix de devenir propriétaire. Donc, me voici. Super, merci beaucoup pour cette première présentation. Sarah, pour toi, être propriétaire, ça veut dire quoi, au-delà de l'immobilier ? Pour moi, il ne s'agit pas d'être propriétaire matériellement. Je pense que je mets aussi la propriété dans être propriétaire de soi, de soi-même, être propriétaire de ses émotions, être propriétaire de sa vie, être propriétaire des engagements qu'on prend, être propriétaire de tout ce qui nous entoure. Je pense que ça commence par là, être propriétaire. Quand je dis être propriétaire de soi, de ses émotions, je parle vraiment du fait qu'à aujourd'hui, il est très facile de s'adapter, d'entrer dans un certain moule où on va suivre juste le chemin tout tracé, sans se poser de questions de pourquoi on le fait, comment on le fait, ce que ça nous apporte, ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là. Et être propriétaire, c'est pour moi d'abord en premier se recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on ressent. Effectivement, être propriétaire, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas effectivement dans la possession, hein. C'est avant tout interne. Sentir légitime peut-être d'exister, tout simplement. Oui, il y a fortement de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, t'en parlais tout à l'heure, 70% des personnes qui se disent non alignées. Finalement, qu'est-ce que c'est être aligné ? Je pense qu'avant tout, c'est pouvoir faire des choix. Je pense que la propriété de notre être commence vraiment par faire ses propres choix. Avant tout. Avant tout. Et pour faire ses propres choix, il faut aussi savoir pourquoi on les fait. Donc le pourquoi reste très important. Et en fait, je pense que quand on a répondu à la question du pourquoi, on sait quel choix on doit faire. Sauf que pour redevenir propriétaire de ses propres choix, il y a déjà un travail intérieur à faire et un travail de questionnement avant tout. Travail de stabilité aussi, finalement, parce que
on peut souvent être influencé, on peut souvent être facilement influencé par plein de choses Mm. pour pouvoir être OK, en tout cas de passer à l'action, je dirais. Il y a quand même une certaine connaissance de soi, une certaine stabilité intérieure. Comment on devient stable en fait intérieurement? Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, qui est celui de la souveraineté. Alors, on va le définir Oui, parce que il y a beaucoup étonnant. En fait, la souveraineté, par exemple, si toi je te demande qu'est-ce que c'est la souveraineté, tu penses que c'est quoi? Comment tu le définirais en fait ce mot? Alors, on le connaît économiquement parlant, hein. La Ouais. souveraineté, c'est de pouvoir être en mesure d'être souverain, de pouvoir faire des choses pour soi et non pas de dépendre des autres. Donc, si je le replace intérieurement, c'est-à-dire que je suis maître de mon corps, je suis maître de ma vie, j'ai le pouvoir de faire ce que j'ai envie, quelque part. Exactement. C'est exactement ça. Pour moi, le mot souveraineté, il vient vraiment replacer le fait que avoir le pouvoir sur soi, pas forcément sur les autres. Parce que c'est aussi, quand on pense parfois souverain ou souveraine, on peut se dire qu'il y a un côté, tu vois, où on prend le pas sur l'autre. Mais non, c'est vraiment retrouver ce pouvoir de liberté à l'intérieur qui permet de faire ses propres choix, de prendre ses propres directions. Moi, ça fait vraiment seulement, tu vois, quelques mois, une dizaine de mois, que je retrouve le mot souveraineté à l'intérieur de moi et que je trouve tout simplement, je pense, le mot souveraineté à l'intérieur de moi. La dernière fois que je me souviens d'avoir été souveraine, j'avais peut-être 6 ans, tu vois, quand je me posais pas de questions sur la vie. Euh, mais en fait, reprendre le pouvoir sur le corps, reprendre le pouvoir sur nos pensées, parce que c'est très important, nos pensées. Nos pensées, l'environnement qu'on se construit, a une influence directement sur ce que tu parlais tout à l'heure, la sécurité intérieure, l'ancrage. Moi, j'appelle ça l'ancrage. Dans le sens où, moi, j'ai vraiment la pensée profonde que peu importe où tu es, où tu habites, où tu vis, euh, si à l'intérieur de toi, tu te sens ancré, en sécurité, avec toi-même, que tu n'as pas besoin en fait d'aller chercher à l'extérieur des choses pour te remplir, tu te sens souverain. Parce que tu peux faire les choix que tu souhaites, tu as assez de confiance en toi. Et moi, je pense que le dernier choix souverain que j'ai fait, c'est de vraiment quitter mon travail pour me consacrer pleinement à aider les femmes, les aider à devenir souveraines, les aider à remonter leur confiance en elles. Et tu vois, faire ce choix-là qui était risqué, qui n'était pas forcément celui qui était dicté dans ma famille, dans les habitudes qu'on avait, ça m'a remis dans cette place de souveraineté. Ça nécessitait un risque, parce que j'allais dans l'inconnu, mais ça a replacé à l'intérieur de moi, là où il fallait, le choix. Donc, je suis autosuffisant. Je pense qu'on a toujours besoin des autres. D'accord? On vit dans un écosystème où il y a les autres. Mais Mais je ne suis pas perturbée plus qu'il n'en faut par l'extérieur. donc, ma propre sécurité, j'arrive à qu'elle émane de moi-même, en fait. C'est ça, et à la définir. Par exemple, si moi, ma propre sécurité, c'était de me dire, si je fais le parallèle du coup avec l'immobilier, c'est que j'ai besoin d'un lieu qui m'appartient, dans lequel je me sens en sécurité parce qu'il est le mien, qui est stable, que je peux aménager comme je souhaite. Si je sais au fond de moi que c'est ce que j'ai besoin pour créer, pour me sentir épanouie, donc dans ces cas-là, je fais ce choix-là. Ou à l'inverse, si je sais que pour moi, mon ancrage, le fait que je me sente bien, dépend de voyager tous les 6 mois ou de changer d'espace et de vivre de nouvelles expériences, si je sens que ma souveraineté c'est ça et que ma sécurité c'est ça, c'est ce que je dois faire. En fait, il n'y a pas une règle. Bien sûr, il faut qu'elle soit adaptée le mieux à soi. Surtout la question du pourquoi que tu évoquais au début. C'est quand même important aussi de pouvoir se sécuriser pour l'avenir. C'est vrai qu'on ne nous apprend pas, en tout cas, dans le schéma classique de la vie que tu évoquais au début, à, à s'autoriser à exister, en fait. Mm. On a un système qui est celui qui est, d'être au service de la société, donc de travailler pour une entreprise, mais du coup, de travailler pour soi-même, c'est pas quelque chose qui est naturel. Comment on fait pour ne pas être, je dirais, si je peux le dire,
locataire de sa vie pour vraiment être pleinement acteur de sa vie et faire des choses qui nous nourrissent, qui nous servent au-delà du schéma qu'on connaît tous. Faire des études, aller travailler, etc. Et après partir à la retraite. Alors je l'ai fait, je l'ai commencé ce schéma. J'y suis allée. Schéma classique. J'ai passé mon bac, ensuite j'ai fait des études, j'ai passé mon master, j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé, j'ai monté les échelons. Je me souviens même très bien qu'en 2017, j'écrivais dans un petit carnet d'objectifs, je souhaite travailler à la Défense, dans une grande tour et tout. Ah oui! En 2017, je savais déjà que c'est ce que je voulais. J'avais écrit que je voulais un appartement de 100 mètres carrés. Enfin, j'avais vraiment tout défini. Et je l'ai fait. Je suis arrivée dans cette tour à la Défense. J'ai eu ce travail, on va dire, de cadre, de chef de projet. Enfin, vraiment ce que je pensais vouloir, ce que je pensais adapter à moi. Et c'est un peu là que tout s'effondre. Parce que quand tu arrives à ce que tu avais prévu, Oui. il y a 10 ans presque, que tu y arrives et que tu te rends compte que ça ne nourrit pas ton quotidien avec du bonheur, du plaisir. C'est-à-dire que voilà, moi, ma vie, c'était je vais travailler du lundi au vendredi pour gagner de l'argent, pour pouvoir me distraire le week-end. Et oublier que ma semaine, je ne l'ai pas aimée. Tu vois. Donc, Et c'est le schéma de... c'est le schéma de beaucoup Classique. de personnes. Classique. Après, je connais aussi des personnes qui adorent leur travail, il n'y a pas de Sûr. sujet, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, je ne me retrouvais pas dans ça. Pourtant, j'avais suivi ce schéma et j'étais arrivée à un point où, même financièrement, j'arrivais même plus à être à l'aise parce que j'avais besoin de plus en plus de dépenser pour me distraire. Pour, Alors, voilà, c'était- pour balancer, pour voyager, pour faire des expériences que j'avais jamais faites avant. Et je me suis dit, au bout d'un moment, mais je vais pas tenir, en fait, sur la longueur. Impossible, je vais pas tenir. Et même le salaire ne tiendra pas. Même Il va le pas salaire être- tiendra pas. Il va pas être augmenté indéfiniment. Là, il faudrait que je carbure encore plus, que je Oui. continue, en fait, à... Oui, j'aurais pu continuer à gravir les échelons. J'aurais pu dire, OK, maintenant, je passe manager. Mon objectif, maintenant, c'est être, je sais pas, directrice de pôle. J'aurais pu en arriver jusque-là, mais je sais que au fond de moi, j'aurais toujours cherché quelque chose parce que j'étais arrivée, en fait, à ce point de me dire, pourquoi j'ai tout ce que je pensais vouloir et je me sens, comme la plupart des gens, désalignée. Je sens que j'ai un truc à l'intérieur que j'ai besoin de nourrir. Donc parfois, tu essayes de faire quoi? Tu compenses en ayant une relation amoureuse. Tu dis, mais c'est ça ce qu'il me faut en fait. J'ai le pro, il manque la famille. Construire Oui. mon foyer et autres. Enfant Donc et... voilà, donc mariage. tu commences à aller là-bas, à t'investir dans ça. Et tu te rends compte que même dans ça, ça correspond pas vraiment. En fait, il y a encore quelque chose à l'intérieur de toi qui est éteint, qu'il faut Manque. réallumer. Et c'est là, je pense que le basculement arrive et où tout le monde fait un choix, doit faire ce choix de souveraineté. Ça n'arrive pas au même âge pour tout le monde. Mhm. Moi, ça arrivait très vite parce que la vie a mis plein d'épreuves très vite sur mon chemin, où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ça? Est-ce que je m'adapte? Parce que l'être humain a une formidable capacité à s'adapter. Donc, Mhm. est-ce que je m'adapte jusqu'au jour où ça craque? Il y a aussi le fait que tu compenses. Tu peux compenser avec la nourriture, tu peux compenser avec l'alcool, enfin, tu vois, pour essayer de rééquilibrer. Soit je me pose, je vais voir ce qui se passe vraiment au fond de moi, dans les parties les plus sombres, les moins sympas, et je m'écoute. J'enlève ce qui ne m'appartient pas et je me ressente sur qui je suis. Il a été là pour moi, ce point de bascule. Et j'ai fait ce choix, qui a été très risqué, que je vois un peu comme sauter en haut d'une falaise, qui est de déconstruire tout ce que je pensais de ce qu'était une vie, une vie réussie, et de pas suivre les schémas et de pas y aller, et de sauter. Donc tu as coché finalement toutes les cases que tu t'étais fixées. Et puis, il n'y avait pas forcément de saveur particulière. C'était pas moi. D'accord. Et tu t'es dit que finalement, tu te sentais pas toi, comme si tu vivais une vie qui ne t'appartient pas. Exactement. Une vie où les choses font que passer, parce que finalement, c'est très facile de se lever le matin, s'habiller, aller travailler, rentrer chez soi, faire ce qu'il faut faire, hein. Enfin, que la société, entre guillemets, nous
fonctionnement actuel, mais sans réelle connexion vraiment à ce que tu vis, pourquoi tu le fais. Comment on prend conscience? Comment on a le déclic? Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais comment on a le déclic que la vie, effectivement, qu'on a projeté être la meilleure pour soi, Ne nous correspond voilà, pas. le moment vraiment où tu t'es rendu compte que... Ce moment, il était très fort. J'avais 26 ans. J'avais 26 ans, je fêtais mon anniversaire. Et j'avais toujours rêvé, enfin je pensais en tout cas que c'était important qu'il y ait plein de monde à mon anniversaire. Donc j'avais inventé, je crois, on était une trentaine de personnes, tout le monde était là, réunis pour mon anniversaire. Un beau gâteau, ensuite on allait faire la fête et tout. Et en fait, j'étais assise là, j'ai regardé toutes ces personnes autour de moi, j'ai regardé le gâteau, c'est comme si j'étais un peu en dehors de mon corps. D'accord. Et je me suis dit, mais ça me fait rien au fond. Genre, je ressens rien, je ressens même pas de plaisir. Genre, je fais un sourire, je fais des photos et tout, mais je ressens pas de plaisir là dans ce que je suis en train de vivre. Même tous ces gens qui sont autour de moi, en fait, je les connais pas tous, ils me connaissent à peine. Pourquoi est-ce qu'ils sont là, tout ça? Quelle version de moi ils connaissent? Et j'ai vraiment, vraiment regardé tout ça et je me suis dit, mais si la vie c'est ça, je vais jamais tenir jusqu'à la fin. Genre, c'est vide. Et mon déclic, il a été ce jour-là. Une prise de conscience brutale et Ouais, sèche, quoi. sèche et très violente. Parce que Tout redescend. tu te dis, mais attends, comment on va faire là? Parce que c'est ce que je voulais. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que ce que je voulais, c'est pas ce qui me correspond. Ouais. Donc en fait, je me connais pas. Et ça m'a demandé ça m'a demandé en fait de me reconnecter à, on parlait de la petite fille de 6 ans, ça m'a demandé de me reconnecter à cette petite fille, de moi, on va dire un peu de 3 à 6 ans, qui avait des rêves de fou. Qui avait des rêves et qui pensait qu'en tant qu'adulte, elle allait pouvoir les vivre. Et je me suis rendu compte que toute petite, je savais déjà ce que je voulais. D'accord. Ouais. C'est très clair. C'était très clair. Quand j'étais petite, je demandais à tout le monde de s'asseoir, je prenais un micro et je faisais des spectacles. D'accord, c'est vrai. Donc, Génial. j'ai toujours eu cette envie, tu vois, de parler, de partager, de donner aux autres. J'ai joué à la maîtresse jusqu'à mes 14 ans, tu vois. C'était donc en fait, ce côté transmission, enseignement, pareil, ça fait très longtemps que je l'ai. Et ma voix aussi, le fait de porter ma voix, c'est hyper important. Et je savais déjà à cet âge-là. Et à cet âge-là, tu te dis tout le temps, tout est possible. Tu n'as pas Pas peur. de barrière, pas de blocage. Tu n'as pas peur. Tu te dis, mais écoute, moi, quand je serai plus grande, je serai une star, ou quand je serai plus grande, je serai ça, et autres. Il y en a qui arrivent à s'y accrocher. Bien sûr. Et qui ça fait vont. de très belles carrières, bien évidemment. Et c'est très dur, Bien le sûr. chemin pour y aller, mais qui y vont. Et il y en a aussi, tu vois, comme ce que moi j'ai vécu et comme ce que beaucoup vivent, où Bien sûr. cette part-là, on la met de côté, cette part de rêve, cette part d'imaginaire presque, on a l'impression, on la met de côté pour... Non, ok, il faut aller à l'école, il faut avoir des bonnes notes, il faut Master. faire plaisir à papa et maman, il faut être un bon enfant, faut pas trop faire de bruit. Moi, c'était vraiment, faut pas trop que je gêne, en fait, il faut pas que je prenne de place. La relation de mes parents, elle était tellement, je dirais pas explosive, mais en tout cas, elle prenait tellement de place, ils avaient tellement de choses à gérer entre eux, que moi, en tant qu'enfant, je voulais pas prendre de place, tu vois. Et moins je voulais prendre de place, plus mon corps, lui, prenait de la place. D'accord. Physiquement. C'est traduit comment, du coup? J'ai pris beaucoup de poids. J'ai atteint jusqu'à 130 kilos à peu près. Et parce que moi, je voulais m'effacer. Et mon corps, et c'était mon corps et mon âme et mon être qui me parlaient, qui me disaient, non, Tu l'as. t'es né pour prendre de la place et tu le sais. Donc, prends ta place. Parce que si tu veux pas la prendre, même physiquement, nous, on la prendra. Donc, c'était aussi le message qui m'était envoyé. C'est vrai que ne pas s'écouter ou cacher une pensée plus profonde de nous, d'essayer de la rabaisser, de la contraindre et d'éteindre sa voix, à un moment donné, c'est sûr que ça pète. Ça sort. Ça sort par plein de choses. Ça se joue aussi, comme tu disais, ça peut être aussi de compenser par des choses qui sont moins drôles et surtout catastrophiques pour la santé aussi, les drogues, l'alcool. Et aussi, j'ai ce parallèle de je travaille 5 jours, les 2 jours qui me restent, je vais tout faire pour noyer ce que j'ai vécu pendant 5 jours et ne pas me poser la question. C'est vrai que ça rejoint aussi l'échange que j'ai eu avec Raina sur le pourquoi. Pourquoi je
je fais ça, pourquoi j'agis comme ça. Poser des questions sur conscientiser qu'il y a quand même un sujet, pourquoi je prends pas plaisir dans ce que je fais au quotidien, pour me permettre le week-end d'être pleinement heureux et de faire vraiment des choses et non pas des choses qui je les fais pour les faire, d'être en pilote automatique, quoi. Je pense que la notion de plaisir, elle est hyper importante. Parce qu'aujourd'hui, le plaisir, c'est quelque chose qui est culpabilisé. On mange un truc bon, on culpabilise parce que... Alors, pas moi. Pas toi? Moi, j'adore manger. Bien, c'est le moment important de la journée. Si t'as pas la petite voix qui vient te dire non, mais ne mange pas ça, c'est que ça va. Mais tu vois, on peut te culpabiliser dans le plaisir, on peut te culpabiliser dans tout. Dans le fait que aujourd'hui, j'ai décidé que j'avais la flemme, je travaille pas, ou je travaille moins, ou je pars en vacances. Enfin, dans tous les trucs qui sont censés être que du bonheur, on nous culpabilise. Et tu vois, je pense qu'accéder à la propriété, c'est censé être un bonheur. Pas une difficulté, pas un calcul, pas une épreuve. Oui, je ne dis pas que c'est facile, mais t'es censé prendre du plaisir, en fait, à visiter des biens dans lesquels tu sais que tu vas installer ton foyer, donc ton foyer seul ou à plusieurs, prendre du plaisir dans imaginer comment tu vas redécorer. Enfin, c'est censé être ça. Mais il y a plein d'étapes et de strates entre-temps qui sont combien je peux emprunter, comment l'apport que je dois avoir, les visites, je suis pas la seule sur le bien, faire une offre, enfin, toutes ces étapes, je pense, qui sont avant d'accéder à la propriété, même les travaux, trouver un bon entrepreneur, un bon architecte d'intérieur et autres, font que ça enlève peut-être du plaisir, ou en tout cas, ça apparaît comme des contraintes. Et c'est comme dans tout, je pense que se faire accompagner sur ces étapes-là pour qu'elles soient un peu plus douces, ça remet le plaisir au centre et ça redonne le pourquoi. C'est hyper important. Et souvent, le chemin aussi est plein de leçons et plein de bons moments. Parce que quand on se dit qu'on fait des travaux, je vais devoir tout refaire. Mais en fait, le fait de pouvoir refaire aussi, c'est de faire sa propre touche, de l'adapter à ce qu'on a envie. Et là, pour le coup, c'est chez soi, On est libre de faire ce qu'on veut. Quand on est au boulot, on peut pas dire allez hop, on va refaire la tapisserie ou on retire toutes les réunions maintenant. C'est vrai que être propriétaire aussi, c'est laisser libre cours à la personne qu'on est finalement, plus profond. Et c'est vrai que c'est souvent on s'arrête à des a priori, à ce qu'on entend de négatif sur les choses, mais il faut trouver en tout cas pourquoi je le fais. Une fois qu'on sait pourquoi on le fait, pour se mettre à l'abri, pour avoir un chez soi, pour pouvoir transmettre aussi. J'ai envie de transmettre à mes enfants quelque chose. Parce que le fait de me lever les matins, d'aller au travail, de rentrer le soir, et les souvenirs qu'on construit avec ses proches, mais finalement, concrètement, dans la vie qu'il aura demain, je peux aussi décider de lui laisser aussi un patrimoine. Donc, il y a plein de choses qui peuvent effectivement être bénéfiques, en tout cas, en étant propriétaire. Et c'est important d'être pleinement soi, d'exister, parce qu'on ne peut pas faire ses choix de vie si on n'est pas bien à l'intérieur. Alors tu peux, tu peux les faire, mais est-ce qu'ils vont te correspondre? Ça, c'est un autre sujet. Parce que même pour changer de job, par exemple, se reconvertir, si on saute d'idée en idée, c'est pas évident. C'est pas évident. En fait, il y a plusieurs choses. Je pense que de sauter d'idée en idée, limite, j'ai envie de dire que c'est peut-être plus sain que de rester au même endroit par peur de franchir le cap. Tu vois. D'accord. Parce que sauter d'idée en idée, oui, ok, ça peut peut-être parfois paraître instable, mais ça veut dire qu'on explore. Et qu'à un moment, tu vois, on cherche et on va arriver peut-être à mieux se connaître et y aller. Parce que moi, je suis vraiment persuadée que tu peux faire tout le développement personnel que tu veux, lire tous les livres que tu veux, écouter tous les podcasts que tu veux, écouter toutes les vidéos, bref, te faire accompagner par toutes les personnes que tu veux. Si on reste dans le mental sans expérimenter, en fait, on comprend pas, on n'a pas la saveur de ce qu'on vient d'apprendre. Alors, il y a quand même une limite, hein. Dans quoi? Dans les relations amoureuses où on saute comme ça, de partenaire en partenaire, et on s'arrête jamais 5 secondes pour se dire j'ai une prise de recul sur ce que je fais.
Alors, Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais bon. je sais pas pourquoi t'as pensé à ça, sûrement il y a une raison. Non, mais de franchir des étapes comme ça sans... Mais Voilà. le célibat, ça fait partie d'une expérience. Alors vois, d'accord, alors tu voilà. peux faire ce choix-là aussi. Ce moment où on s'accorde une pause aussi, je pense que c'est extrêmement intéressant dans une vie. Parce que, oui, il y a l'exploration, il y a la pratique. Parce que la théorie, c'est une chose, la pratique, c'est quelque chose. Mais aussi, attention, quand même. Alors, en fait, À outrance. oui, pour remettre peut-être du sens et de la nuance dans ce que je dis, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend vraiment l'exemple des relations en elles-mêmes, quand je dis d'expérimenter, dans le sens où si tu as expérimenté plusieurs relations qui ont toujours mené à la même fin, tu vois, la rupture, que ce soit une rupture après du long temps ou un petit court temps, que ce soit des petites relations qui s'enchaînent. Quand je dis expérimenter, c'est ok, bon, maintenant on va aller expérimenter peut-être une relation plus saine. Complètement. Comment on expérimente une relation plus saine? Bah déjà, on a fait peut-être du développement perso, on a travaillé sur soi, sur ses blessures intérieures et autres. Et là seulement, tu peux aller te dire, bon, je vais aller essayer autre chose comme relation. Sauf que d'aller explorer ça avec un professionnel de santé, psychologue ou coach en développement, c'est pas tout le monde qui C'est pas passe tout le monde. cette étape-là. Non, c'est pas tout le monde. Parce que souvent, on va changer et sauter les étapes, mais... C'est des schémas, hein. Tu vas reproduire tout le temps la même chose. En fait, moi, j'adore faire ce parallèle-là. C'est que si tu prends exactement les mêmes ingrédients et que tu refais la même recette, tu auras le même résultat, hein. Il y a un moment où, si tu changes pas quelque chose dans la recette, tu auras le même résultat. Et je trouve ça même presque... Alors, je l'ai fait, donc c'est sans jugement, mais je trouve ça presque fou parfois d'essayer réessayer tout le temps des choses différentes. Enfin, de réessayer sans rien changer. C'est fou, ça. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. Parce que on n'a pas capté qu'il y avait un truc à changer dans la recette. En fait, moi, c'est ce que j'ai vécu. Par exemple, j'étais dans une relation qui s'est pas du tout bien passée. Mon partenaire était violent. Je me suis remis en relation derrière. Le partenaire était violent. J'aurais pu recommencer, tu vois. Mais tu peux avoir deux positions. Et c'est là qu'est aussi la souveraineté dont on parle au début. Tu peux te dire, non, mais j'ai pas de chance, je tombe toujours sur des personnes qui sont pas bien, qui me font du mal, j'ai pas de chance. Ou tu peux te dire, ok, qu'est-ce qui en moi explique que je me retrouve tout le temps dans cette situation. Et là, tu commences à dérouler et tu commences à comprendre que c'est parce que tu es en train de copier l'image de l'amour que tu as eu dans ta famille, qui était conditionnel, qui était assez violent, que tu copies en fait ce que tu as appris de l'amour quand tu étais jeune. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a souvent le parallèle de quelqu'un qui est en burn-out parce que c'est le poste de mouton à cinq pattes. Il repostule pour le même poste dans une autre société en pensant que c'est une nouvelle société, ça va être différent. J'ai fait un gap de salaire, ça va aller. Mais en fait, si on ne se repose pas la question de pourquoi j'arrive à accepter ou une situation où on m'a imposé autant de missions qui ont une dégradation telle sur ma santé, en fait, quand on va toujours être toujours en état d'épuisement moral et sans jamais effectivement trouver ce qui nous correspond en termes de poste. Mais finalement, c'est le cas partout. En amour, c'est dans tous les domaines. Avec les enfants. Je comprends pas, ils m'écoutent pas, mais si... Dans tous les domaines, et ça marche même dans le domaine de l'immobilier. En fait, si tu fais tout le temps les mêmes recherches, tu fais tout le temps la même banque, tout le temps dans la même ville, tu vois... C'est bloqué, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué. Voilà. Non, mais finalement, c'est assez généraliste comme problématique. Ça marche pour tout. Pour tout. Ça marche pour tout. Si vous appréciez ce type d'échange concret, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À quoi ça ressemble une vie où on ne se choisit pas vraiment? Une vie où on ne se choisit pas vraiment, c'est une vie où on dit oui quand on pense non. Voilà. C'est une vie où en fait on ressent, je pense, une fatigue presque constante. Où notre corps, en fait, il nous parle et il nous le dit qu'on ne se choisit pas. On va avoir des mots physiques, on va avoir des mots psychologiques. Et je pense que la fatigue, c'est
un vrai indicateur de ce qu'on ressent. Pareil, fatigue, anxiété, je mettrais ça un peu ensemble. Euh, Moi, pendant très longtemps, j'étais vraiment fatiguée, mais presque fatiguée de vivre, en fait. Parce que ça n'avait pas de sens. En fait, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi j'en étais là, je m'adaptais à tout, je disais C'est ça. toujours oui, Encore et encore et encore. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est ça une vie, on se choisit pas soi, en fait, on met pas de limites, on met pas de barrières, on fait juste plaisir aux autres. On fait juste plaisir aux autres, on fait juste plaisir à sa famille. Ah ok, c'est important que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu sois propriétaire, que tu aies un bon travail. Ok, bah j'y vais pour vous faire plaisir. Et pour soi, finalement, on passe à côté. On passe à côté. Pourquoi certaines personnes n'osent jamais prendre leur place, par exemple, des personnes qui ressentent très bien, mais ils savent, hein, comme tu disais, hein, au fond d'eux, mais qui ne passent jamais à l'action. Parce que je pense que dans ces moments-là, on peut très rapidement se sentir seul. Euh, Quand tu vois que tout le monde avance dans le train, dans le chemin, et que toi, tu as envie de sortir, ça demande énormément de courage d'oser dire stop. Et échanger et être accompagné dans ces moments-là par des personnes professionnelles et qui voient et qui te montrent qu'il y a un autre chemin possible, je pense qu'elle est là la différence. D'oser demander de l'aide, d'oser accepter que là, on a besoin d'une autre vision. On a besoin de ne plus se sentir seul et on a besoin d'être accompagné et aidé. Je pense que ça, c'est primordial. Moi, dans tous les chemins que j'ai faits, je peux jamais dire que c'est des chemins que j'ai faits seule. Oui, la transformation, elle est intérieure, Et de soi. c'est mon chemin, Clic. mais je remercie les personnes que j'ai rencontrées sur ce chemin qui m'ont poussée, qui m'ont montré que c'était possible. Et en fait, tu prends un petit peu de partout, de ce que tu entends, et tu gardes ce qui est nécessaire pour toi. C'est vrai quand on fait le parallèle en immobilier, dire je vais acheter pendant des années, se renseigner, comprendre, et puis ne jamais franchir le pas. Il y en a plein qui sont dans cette situation, et comme tu dis, hein, se faire accompagner, c'est OK, on le fait dans plein d'autres... et j'aime toujours faire le parallèle en entreprise. Une entreprise qui décline un plan stratégique, après elle va mettre un plan d'action, et après elle va aller chercher les profils qu'il lui faut pour arriver à son objectif. Exactement. Vous avez envie d'acheter, vous avez envie de franchir ce pas, pourquoi pas tout simplement se faire accompagner. Et, en tout cas, c'est le métier que j'ai choisi et c'est ce que je voulais partager dans ce podcast. C'est important de comprendre qu'est-ce qui se joue aussi vraiment. Au moment où on a envie de passer à l'action, mais qu'on n'arrive pas. Est-ce que c'est une histoire aussi familiale qui nous influence ? Est-ce que qui nous empêche de réaliser nos choix parce qu'on ne choisit pas à partir de rien. On choisit aussi forcément de ce qu'on connaît, de notre socle, de nos valeurs, de nos repères. Qu'est-ce qui fait que souvent on bloque ? Je pense que l'histoire familiale, elle est en effet très importante dans ces choix-là. Moi, si je te donne mon exemple, donc je suis métisse dans le sens où ma maman est française née en France et mon père, lui, est issu de l'immigration. Il est né au Burkina Faso, mais d'origine sénégalaise malienne. Donc voilà, il y a déjà un historique. Mon père et ma mère n'avaient pas du tout la même relation à l'argent ni à la propriété. Ma mère, dans sa famille, ils sont propriétaires. Enfin, c'est normal d'être propriétaire, en fait. Tout le monde est propriétaire depuis des années et les biens se lèguent dans la famille. Pour mon père, être propriétaire, c'était normal au Burkina Faso, là d'où il venait. Mais par contre, ici, en France, le fait qu'il accède à la propriété pour la première fois, ça a été un symbole social pour lui, d'être propriétaire. Et c'est pour ça que je pense que la notion familiale est très importante dans le sens où tout le monde ne vient pas avec le même bagage. Sûr. Pour ma génération, moi j'ai 30 ans, il y en a pour lesquels, j'ai des amis pour lesquels ça va être
la première fois qui sont propriétaires dans toute leur lignée. Donc ça a demandé un effort supplémentaire de casser les barrières sur l'accès à la propriété que, par exemple, du côté de ma mère, ils n'ont peut-être pas eu, tu vois, parce que c'était normal d'être propriétaire. C'est quelque chose qui est fait dans la famille. Enfin, tu peux même être accompagné par ta famille parce que eux, ils connaissent le marché, comment ça fonctionne, ils peuvent te donner des conseils. Contrairement à peut-être de l'autre côté de ma famille où c'est totalement nouveau. C'est aussi un symbole social très fort de devenir propriétaire. Et c'est un peu vague, en fait. On ne sait pas trop dans quoi on se lance, on ne sait pas comment y accéder. Et moi, d'avoir baigné un peu dans les deux, ça m'a aussi permis de me rendre compte que être propriétaire, c'est un choix qu'il faut faire en conscience, avoir son pourquoi. Toujours. Et même, par exemple, si moi je te disais, j'ai envie d'être propriétaire, mais moi je veux être propriétaire de ma propre villa au bord de l'eau dans je ne sais quel pays, avec la réflexion et avec le fait d'être accompagnée et même tous les échanges qu'on a pu avoir, je me rends compte que peut-être que le chemin pour devenir propriétaire de cette villa, il commence maintenant par être propriétaire de mon logement dans lequel je vis. Et en fait, pour m'amener petit à petit à cette propriété finale qui est là, qui est mon rêve, on va dire. Et c'est ce qui est bien avec l'immobilier, c'est qu'on peut commencer par un premier bien et au fur et à mesure, l'un contribue à l'acquisition de l'objectif. Hein. C'est comme c'est un vase qui remplit d'autres vases. Et comme tu dis, quand on a un objectif, on veut aller d'un point A à un point B, il y a peut-être des étapes. Et c'est possible aussi en immobilier. Donc, c'est important, effectivement, de partager que, finalement, on choisit de ce qu'on a appris. C'est-à-dire que si on a toujours appris à gérer des entreprises, parce que toute la génération passée, ils sont des entrepreneurs, j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat, bon, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'inconfort. J'ai toujours vu mes parents qui sont dans ce secteur-là, donc pourquoi pas. Ça arrive, effectivement, comme tu disais, pour l'immobilier. Toute ma famille, en tout cas, régulièrement... investi. Donc, du coup, quand moi je vais me lancer, ça va être facile. Donc, effectivement, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu quand on était petit, quand on était plus jeune, quand on est adulte, notamment la relation aussi à l'argent qui est aussi le moyen, en tout cas, d'avoir accès aussi à l'immobilier. Ouais. Et de l'autre côté, quand on n'a pas du tout eu dans notre cercle proche des personnes qui ont acheté, donc on entend toujours les peurs, il faut rester prudent, ce n'est pas pour toi, pourquoi tu vas faire ça? C'est un peu aussi quand on est dans un job, on a eu son premier CDI, des parents qui n'ont pas eu l'habitude de changer d'entreprise ou de changer de carrière. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut pas prendre ces risques-là, rester. C'est vrai que toutes ces choses-là sont extrêmement liées à ce qu'on a appris. C'est pour ça que quand on a envie, en tout cas, ce que je ressens des personnes que je reçois dans ce podcast, c'est que quand on a envie de quelque chose, on met en place ce qu'il faut et souvent aussi, on fait appel à une personne extérieure qu'on a identifiée, qui s'y connaît pour nous accompagner vers notre objectif. Exactement. Il ne le fera pas à notre place, mais... Exactement. En fait, faut vraiment se rendre compte qu'il n'y a pas que la famille et les amis qui sont là. Parce que les amis et la famille, c'est le cercle proche. Ils sont arrivés... Enfin, la famille, on ne la choisit pas, elle est déjà là, mais... et encore, ça dépend des croyances. Et les amis, c'est ce de quoi on s'entoure et qu'on décide de s'entourer. Mais ce que nous, notre être profond, veut et souhaite, c'est différent. Et parfois, les amis et la famille ne pourront pas répondre à nos besoins de guidance, d'aide et autres. Et là, c'est comme pour moi quand tu constitues ton équipe de foot pour gagner la Coupe du Monde. L'objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde. Tu vas sélectionner tous les profils qui, pour toi, répondent à ton attente et qui vont t'emmener jusqu'à cette victoire. C'est fou comme sur plein d'autres choses, on met en place un plan d'action précis, mais quand il s'agit d'une meilleure connaissance de soi, c'est surtout quand c'est soi, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Quand c'est ses enfants, alors on sait quoi faire. Quand c'est son métier, je sais quoi faire. Plein de choses, je sais quoi faire. Mais quand c'est pour soi, c'est assez frustrant, je dirais, de savoir que
On peut aller acheter des bouquins pour monter un projet, pour plein de choses au travail, pour son enfant, pour sa maman, pour plein de choses, pour son partenaire de vie. Mais pour soi, il n'y a plus personne. Et souvent, il n'y a plus personne. Ben, c'est vrai qu'on est plus, je pense, habitué à donner aux autres, à faire pour les autres, que faire pour soi. Alors que finalement, si on recentre d'abord le sujet sur soi, alors ça va pas faire plaisir à tout le monde, tu vois, mais si on recentre le sujet sur soi, déjà l'environnement change autour, les choses, les opportunités arrivent. Et j'ai envie de dire, beaucoup de choses s'effondrent, peut-être. Et c'est ça qui fait peur. Le cocon dans lequel on est né peut s'effondrer. Mais personnellement, ça c'est vraiment de mon expérience. Et je te dis ça et j'ai 30 ans et je suis sur ce début de ligne où j'ai commencé il y a quelques années à faire des choix pour moi. Ce que j'ai vécu là ces 3 dernières années sont beaucoup plus intenses que ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Et donc je sais que ça en vaut le coup de se choisir soi. Et c'est pas un truc qui arrive comme ça. Oui, il y a le déclic, mais c'est un chemin, une construction, pierre après pierre. Et on revient en arrière et on retourne en avant. Mais chaque jour est beaucoup plus, je ne saurais pas comment dire, apaisé, vivant en fait, de faire ce choix-là. Et c'est brique par brique. Mais enfin, en tout cas, moi, il n'y aura pas de retour en arrière. Mais dis donc. Ce qu'on comprend à travers cet échange, c'est que reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est une décision. Une décision de se regarder en face, de reconnaître ce qui ne nous convient plus et surtout d'arrêter de faire semblant. Parce qu'au fond, que ce soit dans un logement, dans un travail, en amour, dans une vie, la vraie question reste la même. Est-ce que je suis en train de me choisir ou est-ce que je suis en train de m'adapter ? Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, alors on a atteint notre objectif avec Sarah. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai préparé un guide pour vous aider à faire le point sur votre situation et à préparer votre plan d'action. Je vous laisse découvrir cela en description. Merci Sarah pour ce partage. Merci à toi pour cette invitation. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et s'il y a vraiment une chose que j'aimerais qu'on partage et qu'on retienne de tout ce qu'on a dit, c'est que je pense pas que devenir propriétaire, ça veut dire être propriétaire de plus de biens matériels, mais c'est avant tout juste déjà oser reprendre le pouvoir, oser être soi et reprendre la propriété de sa vie. Et après, tout s'ensuit. Merci Sarah. On vient de terminer du coup 1 heure de podcast avec Kélis pour faire un peu le parallèle entre la découverte de soi, la souveraineté et le passage à l'action pour être propriétaire. Moi, ça a été hyper intéressant, tout le déroulé, au-delà de ce que vous voyez là maintenant dans le podcast, toute la préparation, parce que je pense que dans chaque échange, dans chaque rencontre, on apprend sur soi, on travaille sur soi. Donc ça a moi-même changé ça m'a obligée à me questionner sur ma relation avec le fait d'être propriétaire, le fait d'occuper sa vie, d'habiter sa vie. Donc j'ai trouvé ça vraiment très passionnant et venir l'échanger ici encore plus. Et surtout, en fait, du coup, si vous avez envie d'en savoir plus, peut-être sur ce que je fais ou comment je le fais, donc moi, à nouveau, c'est Sarah. Je suis là, en fait, pour accompagner les femmes à guérir leur amour de soi, à éclore, à prendre leur place dans ce monde. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. J'aime à dire que je suis guérisseuse de l'amour parce que je viens chercher ce qui est à l'intérieur de toi. Je viens le découper couche par couche pour qu'il puisse à nouveau éclore, exister, prendre sa place. C'est vraiment, ça me tient énormément à cœur. Donc tu peux me retrouver sur les réseaux. J'ai aussi mon propre podcast sur YouTube qui s'appelle aussi Sarah. Et en ce moment, on a une
nouvelle chose qui arrive dans tout ce que je propose, dans tous mes accompagnements, au-delà du développement de soi, qui tourne beaucoup autour de la sexualité sacrée. Réapprendre en fait ce que c'est, réapprendre ce qu'est l'amour, l'art de l'amour. Donc, n'hésite pas, si ça t'intéresse, à venir chercher un petit peu, découvrir de nouvelles choses. Voilà, c'était avec grand plaisir. J'embrasse le podcast Les Déclics de Kelly.